Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Euh, Décidément, mon téléphone sonne. C'est les joies du direct. Je suis donc très heureuse d'être là. Je m'appelle Laurence Rambaud. Je suis enseignante en CP-CE1 et je suis l'auteur du site Le cœur d'une classe. Euh, Comme je vous ai dit, mon émotion, c'est d'être là avec vous et d'être joyeuse. Je suis aussi un petit peu stressée parce que c'est ma première intervention et c'est ma première intervention en distanciel. Alors, il faut donc savoir que quand je suis un petit peu concentrée, comme ça va être le cas, je ne vais pas forcément toujours sourire, mais je suis très heureuse de participer et de vivre cette animation avec vous. Euh, je vais vous envoyer mon slide puisque j'ai vos adresses mail, mes slides à la fin de la présentation. Et puis, j'espère que vous avez tous votre feuille A4. Elle va nous servir tout au long de la présentation. Donc, ceux qui n'ont pas de feuille A4, regardez quand même comment il faut la plier, puis après, vous pouvez aller la chercher. Donc, vous allez la plier d'abord en deux, comme ça. Là, en deux. Puis encore en deux. Comme ça. Ce qui fait que sur votre feuille, vous avez 4 petits rectangles blancs. Donc, on va s'en servir parce que ma proposition aujourd'hui, c'est mon témoignage d'enseignante autour d'apprendre dans la joie. C'est un partage d'expériences, de ressources, de réflexions. Aujourd'hui, pendant l'atelier et puis sur le site Le cœur d'une classe. Et puis, c'est aussi une invitation à la créativité parce que moi, en tant qu'enseignante, ce qui m'amène beaucoup de joie, c'est à la suite de rencontres, à la suite de formations, d'essayer des choses dans ma classe. Voilà, je pense que ce que je dis, donc moi, je suis enseignante en classe, mais en classe, en primaire, en CP-CE1, c'est tout à fait transposable pour des collégiens, des lycéens ou même pour des gens qui font l'école à la maison. L'intervention se passera en 4 temps, séparés par 3 pauses. Et le quatrième temps, la présentation sera un petit peu plus courte et il y aura un petit temps pour les questions. Voilà. Alors, je vais commencer par vous parler de mon parcours, puisque c'est suite à mon parcours et ma démarche que les choses se sont mises en place pour moi et dans ma classe. Alors, mon parcours, c'est 20 années d'expérience. Et mon objectif pendant ces 20 années, ça a été de la réussite pour chacun des élèves dans la joie dans ma classe. Bon, seulement, vous vous doutez bien que faire réussir les élèves à chaque instant, c'est pas si facile, c'est pas simple. Parfois, j'y arrive, parfois, j'y arrive pas. Donc, on pourrait dire qu'il n'y a pas de baguette magique et qu'il n'y a pas de recette magique pour faire réussir dans la joie. Et ça, c'est vraiment important de se dire qu'il n'y a pas de recette magique, mais qu'il faut tout le temps essayer. Voilà. Donc, ce constat m'a amené à essayer, à expérimenter, on pourrait dire à chercher. Et Jean-Philippe Lachaud, en 2018, donc Jean-Philippe Lachaud, il est directeur d'un laboratoire à l'INSERM et il a fait une conférence à Lille en 2018, Mieux maîtriser son attention à l'école, tout un programme. Il définit les chercheurs comme ça. Il dit que si on élargit le sens du mot chercheur à quelqu'un qui se pose des questions, qui formule des hypothèses, qui va tester des hypothèses pour valider ou invalider, en fait, on est tous chercheurs. On est chercheurs différemment. Il rajoute l'important, c'est tout qui marche. Donc, au quotidien, moi, je cherche avec mes élèves dans ma classe, avec un élève en particulier, avec un petit groupe, avec tout le groupe, avec les parents en rendez-vous, avec mes collègues en réunion, avec les professionnels extérieurs, comme les orthophonistes, les psychologues, et puis avec les chercheurs en laboratoire. Donc, nous sommes tous complémentaires et nous travaillons pour que les relations soient le plus fluides possible entre les personnes et le savoir. Alors, donc enseigner et chercher, ça veut dire se former. Donc, je me suis formée d'un point de vue personnel avec Isabelle Filiosa dans son école des intelligences relationnelles et émotionnelles de 2006 à 2008.
qui m'avait permis dès 2008 d'installer un outil au moment de la séparation. J'étais en maternelle lorsque les enfants se séparent de leurs parents. Donc, c'était un outil qui servait à l'enfant, à moi, et puis aux parents pour connaître l'état émotionnel de leur enfant et puis laisser de la place pour apprendre. Au niveau personnel, en couple et en famille, on a aussi fait un travail autour des émotions. Au niveau professionnel, la formation continue a été vraiment un lieu de ressources pour moi, tant aussi bien pour des formations qui étaient plus sur des sujets très didactiques en français, en maths, ou qui touchaient les compétences transversales, comme la gestion mentale ou l'initiation à la communication bienveillante. Et puis, j'ai suivi le DU Promouvoir la motivation et le bien-être à l'école, promové en 2019-2020. Et ce DU s'appuie sur des recherches en psychologie positive. Et la psychologie positive, c'est une science récente qui date du tournant du XXIe siècle et qui prône un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus au mal-être, on s'intéresse au bien-être, à la santé. La psychologie positive veut développer les facteurs de promotion de la santé, donner des réponses à une nouvelle demande sociale, et elle cherche à mettre en valeur les ressources, découvrir toutes celles que nous avons à portée de main pour favoriser la motivation et le bien-être. Les sociologues pensaient que la psychologie s'intéressait à l'individu. En fait, la psychologie positive, oui, s'intéresse à l'institution, et donc, dans notre cas, à l'école. Et Gabel et F la définissent comme ça. C'est la science qui étudie les conditions et les processus contribuant à l'épanouissement et au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Alors, je vais revenir sur le fonctionnement optimal. C'est important parce que c'est vraiment la possibilité pour la personne d'avoir accès à ses ressources, quelle que soit la situation, qu'elle soit en situation de stress ou en situation sereine. Donc, c'est vraiment être capable d'utiliser toutes les émotions, leurs messages pour avoir plus de bien-être. Et du coup, au bout du compte, faire du mieux possible. Voilà. Alors, durant ces 20 années de parcours, voilà, j'avais intuité des choses que j'avais mises en place dans ma classe. Et c'est vrai que suivre le DU m'a permis un peu une relecture de ma pratique et de découvrir que mes intuitions avaient des fondements scientifiques pour certaines. Et ça a été vraiment une force pour moi, comme un appel pour oser encore plus des changements dans ma pratique de classe. Alors, apprendre dans la joie. Alors, je vais vous donner les deux fondations qui me paraissent aujourd'hui importantes. Donc, il y a deux théories. La théorie de l'attachement de John Bowlby. Donc, cette théorie, elle est due à notre condition humaine, puisqu'en venant au monde, nous sommes très vulnérables. On a un haut potentiel, mais on est très vulnérable. Et pour être en sécurité, l'adulte en est garant. Donc, dans les premières années de la vie, ce sont les parents, et à l'école, c'est l'enseignant. Donc, nous, à l'école, on est figure d'attachement, on garantit la sécurité dans les relations entre les enfants, dans la relation entre l'enseignant et l'enfant. On garantit du coup un accueil inconditionnel de toute personne, un regard inconditionnel dans la classe avec les émotions de chacun. Et on garantit aussi la sécurité avec le savoir. Et puis, il y a aussi la théorie de l'intégration organismique de Deci et Ryan dans le système Seeking. Donc, l'être humain est naturellement curieux et il a besoin pour vivre de développer de nouvelles expériences et cette motivation permet d'être plus adaptatif. La motivation est naturelle et donc tournée vers l'épanouissement de soi, l'intégration de nouvelles connaissances et de nouvelles valeurs. Apprendre sera au fil des expériences, l'intégration de demandes externes par des jeux et donnera de la valeur aux apprentissages. Donc, cette tendance est intégrée dans le système Seeking qui se situe dans le cerveau reptilien archaïque. Et pour nous, les enseignants, cela nous engage à organiser les apprentissages autour d'une relation sécure et dans la curiosité naturelle des apprenants.
Je vais vous donner 3 exemples qui vont parler des interactions et du climat plus ou moins sécure. D'abord, je vais vous parler de Eric et les lettres finales muettes. Donc, évidemment, j'ai changé le prénom, hein, ce n'est pas Eric qui s'appelle en vrai. Donc, Eric, cet exemple illustre que la curiosité naturelle peut être nourrie, quelle que soit la manière d'apprendre et quel que soit son niveau de compétence. Et du coup, cela permet l'acquisition de nouvelles compétences. Donc, Eric, c'est un élève dans ma classe qui a des difficultés de langage oral et écrit. Il est suivi par une orthophoniste depuis la moyenne section. Et le jour où on travaillait sur les lettres muettes, il lève la main, puis il me dit « Ah, mais tu sais, maîtresse, tu sais, le sang, quand on veut dire la centaine, eh ben, il y a un T pour se préparer à dire centaine. » Okay. Et de là, Léo enchaîne en disant « Oui, mais le sang, là, tu sais, le sang qui coule dans nos veines, il montre sa main, et ben lui, il a un G parce que on se prépare à dire saigner. » Et puis, Annabelle a pu dire « Et moi, je sais aussi que dans blanc, il y a un C pour se préparer à dire blanche. » Donc, voilà, suffisamment en sécurité. Eric a fait ses propositions et il apprend alors qu'il est en difficulté. Une autre fois où Eric, le même, voilà, donc j'étaye le travail quotidien de dictée en lui proposant des dictées à trous. Et parfois, j'oublie, je n'ai pas le temps, je ne vais pas le voir. Et alors là, c'est très net de voir que Eric, il n'arrive plus à se corriger, à avancer. Un autre exemple avec Léo et le crayon doré. Donc, cet exemple va illustrer que la relation d'attachement est importante et que le cadre de sécurité, le cadre bienveillant, donne l'opportunité aux enfants de construire une classe où chaque personne est acceptée comme elle est. Et cet exemple illustre aussi que le regard inconditionnel de l'enseignant peut aussi parfois détourner le regard du parent pour l'orienter vers plus de sérénité dans la vie et aussi dans la classe. Donc, en fait, c'était avant Noël, on préparait les cartes envoyées dans les familles. Et puis, ma collègue de moyenne et grande section nous avait prêté des feutres dorés. Et à 16h29, elle m'en avait prêté 6. À 16h29, 5 feutres dorés. Donc, bon, moi, j'avais confiance. Je me disais, allez, c'est bon, je vais pouvoir retrouver les feutres dorés. Donc, je leur dis, bon, alors, il manque un feutre. Regardez bien. Est-ce qu'il n'est pas sous les tables? Est-ce qu'il n'a pas glissé quelque part? Est-ce qu'il n'est pas donc tombé dans le cartable? Bon, c'était quand même 16h29, donc un petit peu de stress quand même. 16h31, pas de crayon. Bon, je les laisse partir. Dans ma voiture, je rentre, je me dis, oh, quand même, ils exagèrent, ils n'auraient quand même pas dû piquer un crayon, ça ne se fait pas, rien. Et puis je me dis, bon, en même temps, Laurence, c'est des enfants, donc ils font leur expérience. Voilà, donc je rentre. Voilà. Le lendemain, vendredi, donc j'explique, je dis, bah voilà, ce qui s'est passé hier, c'est vrai que il manque un crayon, c'est un peu embêtant, mais en même temps, ça peut se comprendre que vous ayez eu envie de ce crayon. Mais comme ce crayon, il est à maîtresse Anne, ce serait quand même bien qu'on puisse le retrouver. Donc, ce que je propose, c'est que vous veniez le poser dans le petit verre que je laisse ici. Soit vous venez me le dire si vous avez envie, soit vous venez le poser. Donc voilà, ça c'était le vendredi, la journée se passe. Le lundi matin, la maman de Léo arrive en me disant « Ah ben, j'exagère un petit peu, mais c'est pour vous faire comprendre. Ah ben, on a quelque chose à vous dire. » Et donc, je vois le crayon, je dis « Oh, mais Léo, c'est génial, tu as retrouvé le crayon. Enfin, qu'est-ce que je suis contente que tu l'aies ramené. Et puis, c'est vraiment important, bravo. » Voilà, donc, il repose le crayon. Et du coup, sa maman, ça l'a même coupé dans son élan de le critiquer un petit peu parce que ça ne se fait pas trop de faire ce qu'il a fait, mais en même temps, il est petit quand même. Donc voilà. Donc, en fait, notre quotidien de classe nous amène des situations où, en tant qu'enseignant, comme on observe et qu'on cherche, en tant qu'enseignant, observateur et chercheur, on est renseigné sur notre objectif d'apprentissage dans la joie par des indicateurs comme l'engagement dans la tâche, avec Eric et les dictées quotidiennes ou l'engagement lors du travail en grand groupe sur les lettres muettes, ou avec Léo sur sa confiance en lui pour venir me rendre sereinement le crayon. Donc, non seulement il s'ajuste ce qui n'est
il ajuste ce qui ne l'était pas et entraîne sa maman pour regarder ce qui est positif dans ce qu'il a fait. Voilà. Je me trompe un petit peu de sens. Alors, je vous propose une première pause. Alors, dans un premier temps, je vous propose dans le chat, si vous le souhaitez, d'écrire un mot, une phrase qui vous a plu pendant cette première partie d'intervention. Voilà, je vous laisse faire, puis il y aura un deuxième temps où vous aurez besoin de votre feuille blanche. Alors, on a les premières réactions dans le chat. Est-ce que tu les vois, Laurence? Oui, comme tu partages ton écran, ok. Oui, oui, je les affiche. Ouais, pas de formule magique, c'est vrai, on aimerait bien. Hein. En tout cas, moi, j'aimerais bien parfois. Si tu la trouves, tu nous tiens au courant. Ouais, c'est ça. C'est Marine qui intervient sur la relation d'attachement. Et moi, j'ai eu l'impression que de la conscientiser, ça m'assurait quelque chose. Me dire, bah oui, on est vraiment une personne importante, on a un rôle d'exemplarité. Je vais passer au deuxième temps, si vous le voulez bien. Vous pouvez continuer, évidemment, dans le chat. Donc, le deuxième temps, c'est... Alors, peut-être faut que je fasse ça. Deuxième temps, c'est sur la feuille pliée en 4. Voilà. Dans le premier rectangle, donc, vous avez votre feuille qui est comme ça. Dans le premier rectangle, ici, vous notez les 2 théories garantissant un cadre de travail dans la joie. Alors, je me suis entraînée et il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh là là, mais il y a tellement de choses que je ne me rappelle plus. » Ce n'est pas grave hein, si vous n'en rappelez plus. Mais c'est un peu... C'est peut-être aussi bien de se faire ce petit temps de pause pour voir ce qui se passe. Marine qui nous dit j'adore, j'ai l'impression d'être à l'école. L'essentiel, c'est qu'il y ait de la joie. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que je peux enchaîner? Moi, je ne vois pas tout le monde, Angélique. Du coup, si vous pouviez faire un pouce comme ça et qu'Angélique m'en refasse un comme ça, je vois que je peux enchaîner. Je vois plutôt des oui sur les caméras Okay. ouvertes. Oui, vas-y, Laurence. Ok. Merci. Donc, la suite, donc apprendre dans la joie, c'est se centrer sur la réussite. Et pour ça, je me suis appuyée sur l'approche centrée solution. Donc, l'approche centrée solution a été créée par Steve DeShazer et Insoo Kimberg en 1978. Et on se fixe une destination. C'est pour ça qu'il y a la petite bulle qui dit « On ne se centre pas sur là où ça fait mal, mais sur la destination ». Donc, on ne creuse pas là où ça fait mal. On pose le regard sur ce qu'on veut atteindre. Par exemple, en récréation, lors d'une tension, avant de connaître cette approche centrée solution, moi, j'ai essayé un petit peu de comprendre ce qui s'est passé. Et puis maintenant, alors parfois, c'est important de comprendre ce qui s'est passé, mais parfois, c'est aussi bien de poser la question, bon, ok, tu as une difficulté avec un tel, il y a une tension, et toi, qu'est-ce que tu veux pour cette récréation? Est-ce que ton objectif, c'est de passer une bonne récréation? Donc, oui, si l'enfant dit oui, on dit ok, qu'est-ce que tu pourrais faire pour passer une bonne récréation? Donc, on va chercher ses ressources.
ah ben, je pourrais aller lui parler, ou alors je pourrais aller jouer avec quelqu'un d'autre, ou voyez, et lui demander si ce qu'il souhaite mettre en place est possible, et dans ce cas-là, l'encourager. Et sinon, on peut lui faire référence à une situation précédente en lui disant, bah, tu te souviens, l'autre fois, il était arrivé ça et tu avais réussi, donc peut-être tu peux aller rechercher cette force. Voilà, c'est vraiment se centrer sur la destination. Ça, c'est le premier changement de paradigme de l'approche centrée solution, puisqu'on ne se centre pas sur le problème, mais sur les réussites, pas sur le problème, mais sur la destination. Et le deuxième changement de paradigme, c'est qu'on se centre sur les réussites. Je vais vous présenter plus tard un outil quotidien dans la classe. Et pour se centrer sur les réussites, l'enseignant, c'est un observateur qui se centre sur toutes les réussites qu'il a repérées dans la classe, en récréation, pour accompagner l'élève pour qu'il puisse retourner chercher les compétences qu'il a mis en place pour aller vers la réussite. Et puis, l'enseignant, vous voyez, dans l'illustration ici, l'enseignant, c'est aussi un observateur, un chercheur. En fait, il ne détient pas la vérité, ce n'est pas un expert. La question ne tourne pas autour de la vérité. Il accepte et il encourage les différences de points de vue. Et en cas de difficulté, le lien d'attachement sécure sera d'autant plus important. Donc, l'enseignant, c'est un révélateur de projet. Et ainsi, Eric s'engage courageusement dans sa tâche de rédaction hebdomadaire. Et je constate vraiment que ces productions sont variées et personnelles. Je vais donc vous présenter maintenant l'outil dont je me sers en classe. Donc, l'outil, ce sont les lunettes Mogal. Donc, c'est un outil que j'ai créé la première fois pendant le confinement 2020. Et c'est un outil qui est évolutif. J'ai encore beaucoup travaillé avec ma belle-sœur qui est enseignante spécialisée pendant les vacances de Noël. Et je pense qu'il va encore évoluer. Donc, il est inspiré de l'approche centrée solution et il cherche à mettre en lumière tout ce que les enfants savent faire. Donc, je m'en sers en dictée, en rédaction. Donc, Mogal, alors, le M, c'est pour noter les réussites en mots, ce qu'on appelle dans ma classe les mots code secret, ce qui est souvent appelé les mots outils. Ce sont parfois aussi les mots invariables, mais pas seulement. Donc, on regarde nos réussites dans ce domaine-là. Le O, c'est orthographe. Quelles sont mes réussites en orthographe? Le G, c'est grammaire. Le A, c'est les accords. Et le L, c'est la segmentation des mots et les liaisons. En CP et en CE1, il y a certains enfants qui ne séparent pas les mots, c'est-à-dire que elle est belle, c'est tout accroché. Il n'y a pas d'espace entre elle, entre elle et elle est belle. Alors, comment ça se passe dans ma classe? Donc, d'abord, je donne la phrase dictée. Pour aider à la mémorisation, plusieurs enfants me disent ce qu'il se passe dans sa tête. Donc là, c'est pareil, j'essaie d'encourager les différentes entrées à la mémorisation, que ce soit visuel, que ce soit auditif ou même kinesthésique. Ensuite, un élève me dit les mots et moi, je trace un trait au tableau pour signifier la séparation de chaque mot. Et puis, il y a le temps d'écriture individuel. Et puis, il y a la correction collective. Donc, lors de la correction collective, les enfants nomment les réussites de leurs camarades. Parce que, oui, j'ai oublié de vous dire, je vais chercher un cahier, enfin, je prends un cahier à tour de rôle et j'écris la phrase d'un élève au tableau. Et là, on dit, moi, il y a un élève qui lève la main qui dit, moi, je vois 2 réussites pour les mots code secret parce que les D sont écrits correctement. Je vois 4 réussites en orthographe parce que Annie, lapin, mange, carotte sont écrits correctement. Si jamais, imaginons qu'à carotte, c'est quinté, et il dit, je vais voir 3 réussites. Oui, il peut dire, je vois 4 réussites, et moi, je dis, non, en fait, à carotte, il y a quelque chose à changer, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, on corrige. Et puis, on continue. Alors, ce n'est pas forcément dans l'ordre que les réussites sont nommées. Ensuite, j'invite les enfants à mémoriser la phrase corrigée pour pouvoir avoir plus de réussite, puisque eux, ils vont aller le corriger individuellement sur leur cahier. Et ensuite, on compte les réussites, toutes les réussites, y compris celles de la correction.
Donc, les lunettes Mogale, au moment de la correction collective puis individuelle, permettent de se centrer vraiment sur les réussites. Et puis, après, la correction arrive. Donc, ça, elles changent le rapport à l'erreur, elles permettent d'être plus efficaces. Et voilà. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble l'outil dont je me sers. Donc, pour chaque... alors, je me sers du tableau, là, de ce tableau-là, avec les lunettes vertes dans la première colonne, en rédaction plutôt. Donc, les enfants écrivent, et puis je leur dis, bah, tiens, est-ce que tu veux regarder les mots codes secrets? Du coup, il part avec le tableau, et puis il va corriger dans sa phrase les mots codes secrets, avec un outil de référence si besoin. Idem pour la grammaire. Alors là, c'est aussi un outil évolutif au fil de l'année parce qu'en début d'année, en CE1, on ne mentionne que les critères de majuscules et points. Et puis là, on en vient à dire qu'on peut avoir des points en plus si on souligne le verbe et si on souligne le groupe sujet. Donc, les lunettes diminuent la charge cognitive, évitent du coup la surcharge, résout des problèmes de planification des tâches pour certains élèves et favorise l'entrée dans la tâche. Désolée, je me perds un peu. Alors, apprendre dans la joie, on vient de se centrer sur les réussites. Maintenant, je vais vous parler des émotions. Donc, les émotions sont nombreuses et variées à l'école, aussi bien pour l'enseignant que pour l'enfant. Pour l'enseignant, ça peut être la photocopieuse qui bourre alors qu'on a vraiment besoin de notre feuille, un enfant qui tombe dans la cour et bon, qui se fait quand même mal et on n'aime pas, ou alors un enfant qui réussit, un groupe qui arrive à travailler ensemble, ou une petite perle qui sort à un moment d'une réflexion d'un enfant. Et pour les enfants, ben voilà, c'est aussi pas facile de se séparer, pas facile de quitter la maison. Il peut y avoir des craintes par rapport à certains apprentissages. Et puis, ça va être aussi la joie de retrouver des copains, la joie d'apprendre et de réussir. Donc voilà, ces émotions, elles sont vraiment variées, nombreuses et elles sont avec nous toute la journée. Et les études de Fridja en 2003 montrent que certaines émotions bloquent les apprentissages et d'autres les favorisent. Donc, nous, notre objectif, c'est de favoriser les émotions qui favorisent les émotions. Et c'est une thématique centrale de la psychologie positive, l'exploitation des émotions, et qui peut devenir un véritable outil professionnel au service du bien-être de toutes les personnes dans la classe. Donc, on va développer les compétences émotionnelles, on va permettre de développer des stratégies au quotidien pour améliorer et renforcer la conscience de soi des enfants, l'autorégulation des enfants, la conscience sociale des enfants et les compétences relationnelles des enfants. Je vais maintenant vous parler des 10 compétences émotionnelles de Nicolas Jack. Donc, ces 10 compétences émotionnelles, il y en a 5 pour soi et 5 pour autrui. Donc, c'est identifier, comprendre, utiliser, exprimer, réguler. En fait, on est tous amenés à travailler ces 10 compétences dans le même contexte. Donc, les deux personnes développent leur habilité dans le même contexte. Et on peut ainsi être surpris, car un enfant peut vous amener sur le chemin de la régulation. Je vais vous donner l'exemple de Joanne, il y a quelques années, était dans ma classe. Et en fin d'année, on était tous fatigués, les adultes, et il y avait des tensions avec une adulte intervenant dans ma classe, une intervenante, ce qui a suscité une énorme colère en moi que je n'ai pas pu voir venir. Mais Joanne, lui, l'avait bien vu venir et il me dit « Ouh là là là, maîtresse, alors là, il va falloir que tu t'assoies et que tu fasses ce que tu nous apprends. » Et cet exemple montre aussi que l'adulte, dans sa fonction d'exemplarité, est toujours en train d'apprendre et que le travail que j'essaie de mener en classe permet d'identifier ses propres émotions, celles des enfants, les miennes, mais celles des enfants. Là, pour Joanne, il a identifié l'émotion d'un autre, la mienne.
Il fait bien partie de nos compétences. Voilà. Désolée. Alors, place aux émotions dans la classe. Donc, je vais vous proposer quelques petits outils. Donc, l'objectif, c'est de créer des moments d'expression des émotions et de mettre à disposition des outils individuels ou collectifs dans la classe. Je vais le faire de façon ritualisée le matin, lors des nouvelles du matin. Donc, c'est un petit peu la suite de ce que j'avais essayé de mettre en place suite à ma formation avec Isabelle Filiosa. Donc, tous les matins, en ce moment, dans ma classe en CPCE1, il y a un temps de langage oral où les enfants peuvent exprimer comment ils arrivent. Donc, ça permet déjà de libérer l'émotion s'il y en a besoin. C'est quand même assez rapide. Et puis, ça permet aussi de laisser de la place aux apprentissages. Il y a un coussin de la colère. Pour le coussin de la colère, il était en place depuis 2008 dans ma classe, mais il a vraiment fonctionné il y a seulement 3 ans, parce que moi, un jour, je me suis autorisée à taper dessus. Et comme j'ai des CP CE1, eh ben, la classe de CP qui était là est passée en CE1. Ils m'avaient vu utiliser et maintenant, voilà, ça s'enchaîne. Alors, pour utiliser le coussin de la colère, quand on est adulte, il y a quand même des petites garde-fous à respecter, puisque quand même, on est garant de la relation sécure et des relations entre toutes les personnes. Donc, je l'ai fait en conscience, en m'exprimant bien en jeu, en disant je suis en colère parce que je n'arrive pas à mettre en place un outil. Et puis, mon regard était tourné vers la porte, c'est-à-dire je ne regardais pas du tout le groupe de classe et pas un enfant en particulier. La fusée des émotions qu'on trouve sur Internet. Donc ça, c'est de façon ritualisée. Et de façon plus ponctuelle, je propose une séquence sur les émotions. Et puis, il y a aussi, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon site, lecoeurduneclasse.com. Et il y a aussi les temps de conseil de coopération où les enfants sont amenés à se remercier, à exprimer leur désaccord ou à féliciter. Donc, ce sont aussi des occasions pour pouvoir exprimer les émotions. Donc, accompagner l'émotion de l'enfant, c'est une attention de chaque instant, en classe, en récréation. L'élève nomme la façon dont il se sent, dont il sent son émotion, et moi et d'autres, les enfants, peuvent être là aussi pour l'accueillir et accompagner. Je me souviens de Jade qui apprenait un retour de vacances que ses parents se séparaient, qui a vraiment pleuré 3 fois dans la classe, mais ça a pris beaucoup de place. Ben voilà, on a accueilli ça pendant un jour, elle faisait ce passage-là, on l'a accompagnée. Et c'est tout ça aussi qui garantit un climat de bien-être et un climat plus serein. Et la dernière petite fleur, c'est tenter d'identifier ses propres émotions. Ça, c'est important, hein, même si ce n'est pas toujours facile. Hein. Vous avez bien vu avec Joanne là, qui me dit oula, va donc t'occuper, maîtresse de tes émotions. Voilà, ce n'est pas facile, mais il est difficile d'adopter une attitude sécurisante quand on est submergé, envahi par nos émotions. Et l'enfant, du coup, se sent seul. Donc, notre job, c'est de pouvoir réguler nos émotions pour garder le lien avec nous-mêmes et avec nos élèves. Alors, les outils dont je vous parle sont sur www.lecoeurduneclasse.com sur la page Laisser la place aux émotions. Vous pourrez vous y référer. Et nous en arrivons au deuxième temps de pause. Donc, sur le chat, je vous propose, si vous le souhaitez, de partager votre émotion au groupe. Est-ce que tu vois bien, Laurence, les petits commentaires qui apparaissent? Je les vois, oui. Et je m'en nourris, en fait. Je dis rien parce que je m'en nourris. Merci. Pareil, j'ai une gratitude de lire vos commentaires.
Courage, Perrine. Alors, on va passer au deuxième temps du temps de pause. Sur le deuxième rectangle de votre feuille pliée, je vous propose de noter les 10 compétences émotionnelles. Je vous donne un petit indice. Je vois Elisabeth Insinger qui réagit. Il y en a 5 pour soi et 5 pour l'autre personne. Donc, ça vous en fait que 5 à trouver, en fait. Hein. Je vous propose qu'on continue, qu'on passe à la suite. Alors, apprendre dans la joie, émotion et besoin. La communication non violente nous apprend que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont des messagères de nos besoins. Et donc, ce sont des indicateurs pour savoir si nos besoins sont délaissés ou s'ils sont nourris. Alors, il y a beaucoup de... On a plusieurs types de besoins. On a des besoins de calme, de sérénité, d'harmonie, de compétence, de relations. Voilà. Et selon la CNV, les besoins sont universels. Donc, accueillir toutes les émotions et les besoins qui vont avec va changer le rapport aux émotions et les stratégies mises en œuvre pour nourrir nos besoins. Dans notre société, on accepte peu les émotions moins faciles. On cherche à les supprimer. Mais plus on cherche à les supprimer, à les éviter, plus elles vont revenir, car il y a un besoin qui n'est pas satisfait et qui a besoin de l'être. Alors, pour certains besoins, ce qui est bien, c'est que on peut différer pour aller se ressourcer. Pas pour tous, mais pour certains, oui. Mais en prendre conscience et se dire qu'on va aller se ressourcer, satisfaire le besoin, eh ben, c'est déjà une grande étape. Donc, mettre en place des situations d'apprentissage dans lesquelles l'émotion est tolérable permet de nourrir le besoin délaissé et ainsi favorise un retour profond au calme intérieur. Le développement des capacités, nourrir les besoins, s'en occuper, favorise un retour profond au calme intérieur, le développement des capacités de concentration, un meilleur apprentissage, une augmentation de la confiance en soi et donc un climat plus serein. Donc, mener un travail quotidien autour des besoins, c'est permettre de découvrir l'impermanence des émotions lorsque le besoin est satisfait. Et je trouve que c'est d'autant plus important que mes élèves sont en CP, C1 et qui sont en train de construire la notion de temps. Mais ça veut dire qu'une émotion, lorsque le besoin est satisfait, en fait, elle passe et elle est finie. Mais si on ne va jamais satisfaire le besoin, eh ben, il y a une crispation, une tension qui est là. Donc, ça permet aussi aux enfants de mieux se connaître. Ça permet aussi de développer un vocabulaire commun pour mieux se comprendre. Et là, je me souviens d'Alex, une fois, qui rentre de récréation et qui me dit « Ouh là 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 là, maîtresse, là, j'ai vu qu'entre Noé et Robin, il y avait les neurones miroirs qui étaient là. Hein. » Donc, je leur avais proposé de regarder une vidéo sur le cerveau dans la main. C'est un modèle de Daniel Siegel, un neuropsychiatre américain. Et en fait, il explique comment fonctionnent nos émotions avec la main. Vous regarderez la vidéo. Et à un moment, on entend, on voit que quand quelqu'un... On a accès à notre cerveau. Imaginez que la main, c'est notre cerveau. On a accès à notre cerveau quand il a cette forme-là. Quand on est sous le coup de l'émotion, on n'a plus accès à tout notre cerveau, toute la partie du contexte, du cortex, avec des fonctions cognitives comme la régulation émotionnelle, la prise de recul, etc. Et quand on est comme ça, en 10 secondes, la personne en face de nous est aussi comme ça. Donc, on n'a pas accès à toutes nos fonctions cognitives. Donc voilà, Alexandre, il arrivait à comprendre ce qui se passe
parce qu'on a ce vocabulaire commun puisqu'on a travaillé ensemble sur les émotions et les besoins. Et du coup, notre job à nous, c'est d'accompagner l'enfant qui vit son émotion et l'accompagner pour pouvoir nourrir son besoin. Voilà. Alors, dans ma classe, je propose différents outils pour accompagner, pour nourrir les besoins. Donc, des outils qui permettent de mieux se connaître et d'exprimer ses besoins. Pardon. Donc, accompagner la découverte du besoin avec une séquence sur les besoins. Donc, elle est toujours sur mon site. C'est aussi la suite de la séquence sur les émotions. Le conseil de coopération le permet aussi, puisque dans le conseil de coopération, il y a un temps où on fait une demande. Et quand on fait une demande, ben, on peut, dans ce cas-là, aller satisfaire son besoin. C'est aussi envisager l'enfant dans sa globalité, avec tous ses besoins, y compris ses besoins physiologiques. Donc, évidemment, la famille s'occupe qu'il dorme bien, qu'il mange bien, mais nous, c'est important qu'ils puissent boire quand ils ont besoin, qu'ils puissent aller aux toilettes. Et puis, c'est important aussi qu'on favorise les déplacements, alors pas seulement pendant les temps d'éducation physique et sportive. Donc, dans ma classe qui est toute petite, j'ai essayé d'organiser différents coins. Donc, il y a un coin regroupement pour qu'on puisse venir travailler ensemble. Donc là, on se déplace. J'organise aussi du travail en atelier, du travail en autonomie où les enfants sont amenés à se déplacer. Prendre le corps prendre l'enfant dans sa globalité et faire vivre son corps, c'est aussi à des moments, au lieu qu'il soit assis 3 heures durant en activant seulement sa partie cérébrale, c'est aussi pouvoir se lever et puis faire une danse de la réussite et sortir les tensions ou la joie qu'il y a à avoir réussi quelque chose. Voilà. Et puis, évidemment, c'est aussi tenter d'identifier et accueillir ses propres besoins d'enseignant. Donc, parce que c'est toujours aussi difficile d'adopter une attitude sécurisante quand on est submergé par une émotion, parce qu'un besoin n'est pas nourri. Donc, notre boulot à nous, c'est d'aller nourrir le besoin qui n'était pas, d'aller le satisfaire. Donc, parfois, on peut le faire tout de suite dans le milieu de la classe. Et si on ne peut pas le faire, eh ben, on en a pris conscience et on va le nourrir un temps dédié à ça à l'extérieur de notre temps de classe. Alors, en parallèle des apports de la CNV, il y a un fondement scientifique qui a été travaillé par Deci et Ryan qui s'appelle la théorie des besoins psychologiques fondamentaux. Donc, elle distingue 3 besoins psychologiques fondamentaux. Le premier, c'est le besoin d'autonomie, le A pour autonomie. Et Rebecca Shankland et Sophie Lantôme, dans la psychologie positive en 2018, le définissent comme suit. Le besoin d'autonomie suppose que la personne se sente en mesure de décider volontairement de son action et se sente auteur de ses actes, actrice de sa vie. Lorsque la personne réalise une action, elle l'aperçoit comme étant en congruence avec ses valeurs et cela génère un sentiment de cohérence de l'existence. Ensuite, on a le besoin de compétence, donc défini par Rebecca Shankland et Sophie Lantôme. Le besoin de compétence se rapproche du sentiment d'efficacité personnelle et de possibilité d'action sur son environnement, ce qui encourage à poursuivre l'action, à relever le défi, à faire face aux situations, à engager un effort dans l'action. Et le dernier, c'est le besoin de proximité sociale. On appelle aussi le besoin de lien social, implique le sentiment d'appartenance et le sentiment d'être relié à des personnes qui sont importantes pour moi. Et en fait, quand ces 3 besoins sont nourris, sont satisfaits, eh bien, il y a plus de bien-être et plus de motivation. Alors, je vais vous parler maintenant du besoin d'autonomie. Comment j'essaye de le nourrir dans ma classe. Le maître mot du besoin d'autonomie, c'est quand même permettre du choix, choisir. Donc, offrir des choix. Voilà, offrir des choix.
Alors, ça va être d'offrir des choix, par exemple, offrir le choix de sa place dans la classe. Donc, je vous ai dit, ma classe est toute petite. Donc, cet été, j'ai enlevé pas mal d'étagères, de choses qui ne me servaient à rien. Mais j'ai aussi pu acheter 4 Z-Tools comme ça. Et en fait, ce sont des petites chaises sur lesquelles les enfants s'assoient donc par terre. Et puis là, du coup, ils ont un petit bureau. Ils peuvent pile poser leurs cahiers, leurs petits cahiers là, d'écolier et travailler. Ces aides-tools, elles sont bien aussi parce que j'ai une petite classe, mais lorsque j'ouvre ma porte, je l'ouvre sur un pré. Donc, les enfants peuvent aussi aller travailler à l'extérieur en ayant une position confortable. D'autant que ces chaises, elles favorisent aussi les réflexes archaïques. Alors, je ne suis pas du tout très pointue sur les réflexes archaïques, mais je sais que c'est important pour les enfants et pour l'apprentissage. Donc, elles ont un double effet. Elles permettent de soutenir le besoin d'autonomie et puis au niveau des réflexes archaïques, elles sont importantes aussi. Donc, on peut choisir sa place, on peut s'isoler du bruit, parce qu'il y a des enfants hypersensibles ou pas qui sont dérangés par le bruit. Donc, dans ma classe, il y a 3 casques de bruit, 3 casques anti-bruit. Offrir des choix dans la façon dont ils vont s'organiser pour faire les exercices, offrir des choix dans le niveau de difficulté. Et par rapport à ça, c'est vrai que depuis que je fais ça, ben, je suis parfois surprise de voir qu'un enfant choisit un exercice qui est plus difficile que ce que moi je lui aurais proposé et qu'il le réussit. Donc c'est vraiment intéressant que l'enfant soit vraiment en accord avec ce qu'il veut et ce qu'il souhaite apprendre. Et puis, de 8h15 à 8h30, donc pendant l'accueil, de 13h30 à 13h45, on commence l'école à 13h45, nous, les enfants rentrent en classe et je leur propose des activités de temps qu'on appelle des temps de nourriture des besoins. Donc, ils aiment énormément et ça va être plutôt des activités créatives comme faire un dessin, faire de la musique avec des pailles musicales ou des maracas, enfin des instruments de percussion. C'est pas seulement ça, c'est aussi parfois une petite fille qui me dit « Oh, maîtresse, est-ce que je pourrais continuer ma dictée muette ?» Voilà. Voilà, donc offrir des choix, proposer également différentes entrées dans les apprentissages par le corps, la manipulation d'objets, les dessins, les schémas, les cris, pour que l'enfant soit au cœur de son apprentissage. C'est un peu lui dire aussi le message, toi, c'est toi qui te connais le mieux. Donc, c'est toi qui sais ce dont tu vas avoir besoin pour résoudre ce problème. J'utilise beaucoup le corps, la manipulation d'objets en résolution de problème, mais ça va être aussi en grammaire, ça peut aussi être en grammaire. Mais c'est vraiment l'inviter à dire, mais en fait, toi, tu te connais, tu sais comment tu apprends, alors vas-y, fonce, choisis ce qui va t'aider à travailler, à apprendre, à progresser. Ça va être aussi de faire des pauses. Alors, faire des pauses avec la roue de la pause. Je vous invite vraiment à consulter le site de Scolavi qui propose une roue de la pause intéressante dont je me suis inspirée. Et en fait, faire des pauses, comme on le fait là, comme on le fait dans cette petite présentation, ça permet en fait de remobiliser son attention. Il y a aussi un autre exercice qui existe de David O'Hare, là, pas trop comment dire. Eh bien, c'est la main qui respire. Donc, en fait, David O'Hare, il propose et il dit que pour apaiser le cerveau, on inspire pendant 5 secondes, on expire 5 secondes. On inspire 5 secondes, expire 5 secondes. OK, on fait dans un sens et dans l'autre. Et tout ça, ça amène à calmer le cerveau pour retrouver nos fonctions cognitives. Voilà, donc le maître mot du besoin d'autonomie, c'est favoriser des choix, offrir des choix. On va passer maintenant au besoin de compétences. Et le maître mot pour le besoin de compétences, pour nourrir les besoins de compétences, c'est différencier. Alors, différencier le niveau de compétence va favoriser l'engagement de chacun dans la tâche. Donc, comme je propose à Eric des dictées à trous, comme je peux proposer différents niveaux de difficulté dans les exercices qui travaillent la même notion. Tout ça pour alléger la charge cognitive. Proposer différentes entités dans les apprentissages, donc le corps, la manipulation d'objets,
le dessin, le schéma, les écrits, permet à chacun d'apprendre selon son mode d'apprentissage, de mieux se connaître, de partager ses stratégies, donc favorise l'échange des stratégies, met en lumière différentes procédures d'apprentissage et du coup permet l'acquisition de nouvelles procédures et ainsi favorise la flexibilité mentale, l'adaptabilité. Et c'est aussi, ça vient aussi quand on propose de différentes modalités de travail, comme un travail en grand groupe, en atelier, en binôme, en autonomie. Voilà. Et on développe les différentes compétences selon la modalité de travail. J'en arrive, après avoir fait le besoin d'autonomie, le besoin de compétences, au besoin de proximité sociale. Donc, pour l'autonomie, le maître mot, c'était offrir des choix. Pour compétences, c'était différencier. Et pour la proximité sociale, c'est faire vivre les liens. Alors, par exemple, en ritualisant l'expression de la gratitude. Dans ma classe, on a des chants de bravo et merci pour se remercier, remercier un intervenant extérieur. De même pour se féliciter, avec les danses de la gratitude qui reprennent en plus les besoins des enfants. En échangeant, donc en échangeant avec le conseil de coopération, avec le débat philo, en prenant conscience de nos liens. Alors là, avant les vacances de Noël, un vendredi, il y avait de la neige, une chute de neige. Donc, je suis en Savoie, moi. Donc, les enfants étaient tout contents de pouvoir jouer dans la neige. Mais il n'y avait pas beaucoup de neige. Donc, on est rentré de récréation et il y avait pas mal de tension quand même parce que la destination de tout le monde, c'était de jouer dans la neige. Mais il y avait peu de neige. Donc, bah voilà, on prend conscience que ce n'est pas si simple quand on manque de quelque chose de bien s'entendre. Et le vendredi d'après, par magie, eh ben, il y avait une abondante chute de neige. Et Zoé me dit, en sortant de récréation, oh là là, maîtresse, tu crois qu'il y en aura assez de la neige là cette fois? Et voilà, tout ce travail qu'on fait pour prendre conscience de comment ça se passe entre nous, c'est des petites choses de chaque instant. Donc la récréation s'est bien passée, super bien passée. Et en rentrant, je dis, bah, vous voyez, vendredi dernier, on n'avait pas assez de neige, ça avait été dur. Mais alors là, on avait de la neige en abondance et qu'est-ce que c'était bien et qu'est-ce qu'on a vécu tous ensemble une bonne récréation. Tous ensemble, ça veut dire qu'il y avait des petits groupes, hein, et c'était pas tous ensemble. Ah, et puis, en faisant vivre le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, excusez-moi. Il y a évidemment des invitations dans la classe. Les enfants sont vraiment friands de toutes ces personnes extérieures qui peuvent intervenir et qui amènent leurs propres compétences et puis leur énergie même. Les visites à l'extérieur de l'école, de la classe. Et puis, bah, c'est aussi un va-et-vient entre mon intérieur et mon extérieur. Et lors du débat philo il y a 15 jours, il y a une petite fille qui a nommé que pour elle, le débat philo qui commence par un petit temps de recentration, de méditation, elle a dit que pour elle, c'était bien, elle était bien à l'intérieur d'elle-même, mais que bah, ce qui se passait à l'extérieur, il y avait du bruit, il y avait des enfants qui bougeaient, bah, ça l'a un peu dérangée. Et de pouvoir faire du lien, de pouvoir parler de son intérieur, de son extérieur, tout ça aussi, c'est intéressant pour nourrir et prendre conscience de nos liens et favoriser la proximité sociale. Donc, vous pouvez retrouver des outils sur mon site Le Cœur d'une classe. Donc, à la page Nourrir les besoins, donc j'ai fait une espèce de fleur là avec les 3 besoins psychologiques fondamentaux et différents outils qui sont à votre disposition sur Internet. Et nous en arrivons à la 3e pause. Alors, hop. Donc, dans le chat, si vous le souhaitez, vous partagez quelque chose je partage quelque chose découvert ce matin que je souhaite mettre en place dans ma vie. Et si vous le souhaitez. Hein. Et
Elisabeth qui nous a quittés à cause de son mal de tête. Et du coup, je vous propose le deuxième temps de la pause. Donc, dans le troisième rectangle de votre feuille pliée, vous pouvez noter les 3 besoins psychologiques fondamentaux. Donc, toujours pas de panique, hein. Vous allez avoir le PowerPoint. Donc, si vous n'en rappelez pas, vous allez le retrouver. Voilà. Je vais reprendre. Donc, on en arrive à la dernière partie de mon intervention. Je vous ai fait un petit schéma donc, qui dit que le cœur de notre métier, mais le cœur de... Je vois qu'une personne, Delphine, tu as réagi, tu fais l'instruction en famille. Ben, le cœur, quand on construit des apprentissages, c'est qu'il soit dans la joie. Pour cela, il faut garantir ce cadre bienveillant le plus souvent possible, mais nul n'est parfait, hein, vous avez bien vu. Joanne, qui a repéré ma colère et qui a repéré que j'arrivais plus à être en lien avec le couple. Donc, c'est de construire ces apprentissages pour réussir. Et c'est tout un chemin. Donc, c'est important de se centrer sur ce chemin, de voir qu'on fait des pas à pas, qu'on a des réussites, que parfois on n'a pas des réussites, mais qu'on fera mieux la prochaine fois, mais qu'on a quand même des réussites. Et que quand on a des réussites, eh ben, on mobilise nos forces, nos compétences. Et ces forces et compétences qu'on acquiert, elles peuvent être nouvelles, elles peuvent se renforcer au fil des expériences et elles pourront nous servir dans n'importe quelle autre situation. Donc, du moment qu'on a le cadre bienveillant, j'espère que mon témoignage vous donnera envie d'essayer, de construire, de recommencer, de partager, en ayant bien conscience qu'en tant qu'enseignant, cette bienveillance doit aussi et d'abord être dirigée vers nous-mêmes. En communication non violente, on parle de la petite voix du chacal qui dit « Ah ben voilà, c'est pas étonnant, tu n'avais pas préparé comme il fallait. » Voilà. Mais il y a la petite voix de la girafe qui peut dire aussi bah, « Ouais, Laurence, aujourd'hui, tu n'es pas arrivée. » Enfin, pas toute la journée d'ailleurs. La girafe va dire à ce moment-là. Il ne faut pas généraliser. Et donc, parmi tous les outils que je vous ai présentés, qui sont ancrés dans la recherche, il y a des pauses environ toutes les 18 minutes qui permettent de remobiliser l'attention. Donc, je vous ai mis cette petite illustration d'Élise Gravel, une Canadienne, parce que tout cela a pour but de permettre aux enfants la sérénité en vivant nos émotions
et en vivant nos différences, pardon, comme un atout. Des études ont montré que le travail de climat plus serein, plus sain possible, amène à mieux vivre en classe, en dehors de la classe, et à adopter des règles saines plus facilement dans le futur. Alors, je vous propose maintenant de reprendre votre feuille pliée en 4. Et puis, je vais un petit peu vous expliquer cette idée qui est venue avec mon amie Elisabeth. Donc, dans la première partie de la feuille, vous avez dû noter notre curiosité naturelle, notre cerveau qui a envie de se construire, voilà, notre motivation pour apprendre et notre lien sécure. Dans la deuxième partie, vous allez noter les émotions. Dans la troisième partie, vous allez noter les besoins. Et dans la quatrième partie, une fois que qu'on aura fini cette animation, cet atelier, vous pourrez noter ce que vous décidez de faire suite à ce que vous avez entendu ce matin. Et en fait, ça rejoint un petit peu le bonhomme de la communication non violente, où là, voilà, c'est toute la partie observation, le cœur et les émotions, les besoins et la demande. La demande, c'est aussi l'action. Alors, moi, j'ai choisi de vous laisser une trace en vous demandant un papier, parce que je pense que c'est aussi plus facile de mémoriser ce qu'on a entendu, ce qui nous a touchés, si on a fabriqué un petit quelque chose. Donc, c'est vraiment un petit quelque chose minime, mais voilà, c'est pour vous permettre aussi d'avoir accès à ce qui a été important pour vous, ce que vous avez appris. Ensuite, voilà, donc, comme je vous l'ai dit, ah non, j'ai oublié de vous le dire ça, quand je vous ai parlé des formations qui étaient importantes pour moi, bah, évidemment, ces formations, elles étaient là pour que j'acquière de nouvelles compétences, mais elles sont aussi très importantes pour moi parce que c'est lors de ces formations que je rencontre des gens et que j'échange avec eux sur mes réussites, mes difficultés, mes pas à pas et mes joies. Et donc, je voulais vraiment remercier ici toutes les personnes avec qui j'ai pu avancer dans ce projet et être là avec vous aujourd'hui. Voilà, évidemment, tous les chercheurs de joie que nous sommes. Et je remercie aussi toute l'équipe de la Maison de l'Apprendre qui est d'une gentillesse extraordinaire et qui permet d'oser, qui m'a permis d'oser. Donc, merci Angélique et merci à l'équipe.